ce qui va se passer. Pour moi, un chef d'État, il est au-dessus de tout. Puisque je cours pour pouvoir un jour occuper ce fauteuil. C'est pourquoi je respecte la personnalité et le titre. C'est très important. Il faut cette éducation politique et citoyenne au sein de nos populations pour ne pas radicaliser les jeunes Ivoiriens pour rien. Et moi, je travaille à cela. Et au mois de janvier, j'ai une vaste campagne d'éducation politique que je vais entreprendre à travers tout le pays. C'est notre devoir. Il ne s'agit pas seulement de se faire applaudir dans les stades. Il faut former le citoyen à ses droits, à ses devoirs aussi, à l'amener à respecter tout ce qui est armoirie de notre nation. Cela est important. Vous pouvez aller former des gens à l'école, leur donner toutes les compétences. Mais c'est sous-tendu par quel idéal, par quelle vision? Un jeune Chinois, partout où il se considère en mission pour sa nation. Un jeune Français, qu'il soit journaliste ou quoi qu'il soit, il est en mission pour la France. Est-ce que les Ivoiriens, nous nous considérons comme tels? Nous n'avons qu'une seule patrie. Et c'est pour ça que je me bats. Alamine Fofana? Quels sont vos rapports aujourd'hui avec M. Soro Guillaume dans toute cette situation? Le président Guillaume Soro est malheureusement en exil. Et ce n'est pas une vie facile. Et puis, c'est un exil qui est là. Et puis, c'est une vie de clandestinité aussi. Quand quelqu'un est en clandestinité, il faut éviter d'avoir des contacts. Le jour où on l'arrête, on vous accuse. Moi, je plaide toujours pour que le président Ouattara puisse lever le pied, pour que Guillaume Soro puisse un jour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est quand on est au complet qu'on peut se réconcilier. La candidate que vous avez soutenue, Simone Yves Gbagbo, dans l'émission Face aux électeurs, justement, durant cette présidentielle, a été particulièrement, n'a pas été tendre vis-à-vis de Guillaume Soro. Est-ce que finalement... Elle a dit quoi? Mot pour mot, je ne saurais vous le dire, au risque d'écorcher sa pensée, mais elle disait en substance qu'il devra justement rendre des comptes. Elle n'a pas dit que ça. Elle a dit, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, qu'il se met dans une posture de quelqu'un qui veut demander pardon aux Ivoiriens, je suis prête à lui attraper la main pour faire le tour de la Côte d'Ivoire avec lui. Simone Gbagbo l'a dit, c'est une femme de pardon. Et c'est cela qu'elle a dit. En retour, elle a dit, mais s'il est dans une posture guerrière, vraiment, il devra rendre des comptes. Voilà ce qu'elle a dit. Et moi, je voudrais appuyer ici ses propos. Moi-même, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, je demandais pardon aux Ivoiriens. Et je n'ai pas que demandé pardon à la télé, je suis allé vers eux pour parler avec eux. C'est cela qui est important. Winnie Mandela, bien qu'elle ait été victime de l'apartheid, quand la commission Vérité et Réconciliation conduite par Desmond Tutu est allée vers elle, elle a demandé pardon. Ça ne lui a pas enlevé son nom, Winnie Mandela. Nelson Mandela lui-même, dans son livre, Long Road, un long chemin vers la liberté. Espoir de freedom, un long chemin vers la liberté, c'est la traduction qui me posait un peu problème. Parce que je suis en train de lire ça en ce moment en anglais. Très bien. Donc, j'avais un problème. Mais il y a le paragraphe, pardon, le chapitre, parler avec l'ennemi. C'est en prison que Mandela apprend la langue de ses bourreaux pour parler avec eux. Il va vers Peter Botha, avec qui il prend langue, qui par la suite décède. Et il craignait que le président avec qui il était en train de construire la paix décède. Mais au moment où il parle avec lui, il est prisonnier. Et puis Frédéric de Klerk prend le relais. Les deux signent un accord, Mandela sort des prisons. Vous savez, le prix Nobel de paix est donné et à Frédéric de Klerk et à Mandela. Absolument. Deux adversaires, deux ennemis qui ont construit le pays ensemble. Est-ce que cela n'est pas possible en Côte d'Ivoire? Je travaille à cela. Mais à qui Guillaume Kigbafori Soro doit-il demander pardon et pourquoi? Je ne veux pas commenter tout cela. Très bien. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est que les enfants de la Côte d'Ivoire qui hier se sont fait la guerre se retrouvent, se pardonnent les uns les autres pour pouvoir tourner la page de cette page, je l'ai dit, qui est faite de sang, de douleur, de haine, de détestation. Il faut laisser tout. Qui est fait de rejet de l'autre, parce qu'à l'approche de l'élection présidentielle, justement, tous les débats, ce que certains ont appelé les vieux démons, qu'on pensait avoir été oubliés, ont ressurgi. Des sujets concernant les nationalités, la catégorisation des uns et des autres. Et on estime que, justement, ces vieux démons ne sont finalement pas morts. Mais quel est le rôle d'un Charles Blé Goudé qui veut appeler à la paix dans ce contexte-là? Vous avez parlé tout à l'heure de radicalisation d'une partie des jeunes. Parce qu'après, quand vous radicalisez une base, vous devenez l'otage de cette base. Mandela radicalise sa base avant qu'il ne soit arrêté en 1963-1964.
ces jeunes gens qu'il a laissés derrière lui, et que lui, en prison, change maintenant de posture, il lui fallait les amener à son niveau de compréhension et à sa nouvelle ligne. Il les a affrontés. J'ai envie de dire qu'on a connu un Charles Blé Goudé à une certaine époque qui était radical. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme l'or qui a besoin du feu pour ressortir de sa meilleure version. Il y a la lecture. Il y a peut-être la prison. Il y a la prison. Et il y a cette enquête que je suis allé faire en Afrique du Sud, où je voulais comprendre la vie de Mandela. Quelqu'un qui a dit dehors, quand il rentre en prison, on ne discute pas avec un prisonnier. Finalement, pas à pas, il a réussi à prendre langue avec ses adversaires pour construire une Afrique du Sud mosaïque. Là où ces anciens gardes-corps voulaient chasser les gardes-corps de celui qui venait de remplacer, il a dit non. Je ne me suis pas battu pour que les Noirs dominent les Blancs, mais pour que Blancs et Noirs vivent ensemble dans ce pays qu'on appelle l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un grand pays. C'est des grands hommes qui construisent les grandes nations. Cela est encore possible en Côte d'Ivoire. Ali, c'est à ça que je veux travailler. Et je veux travailler à cela, pas avec des casquettes politiques, avec l'ensemble des Ivoiriens. Ce qui s'est passé tout récemment à la présidentielle, ça faisait peur. J'ai vu des jeunes gens qui hier mangeaient le garban ensemble, en train de se poursuivre dans une rue. Non, il faut aller vers eux pour parler avec eux. Cela est possible. Est-ce qu'il s'est passé à Nayo, pour vous, c'est caractéristique de cette radicalisation? Oui, Nayo, vous savez, j'y suis allé 2 fois. D'abord la première fois pour un compati, et puis la deuxième fois, il organisait une veillée. Il passait une nuit avec ceux qui fuyaient pour essayer de les encourager à revenir dans leur maison. Mais je les ai aussi écoutés. C'était aussi une mission d'écoute. C'est des gens qui ont grandi ensemble. Il y en a qui sont nés là, et du jour au lendemain, les voici avec des fusils. À Nayo, première remarque, ce n'est pas un camp militaire. C'est un civil qui avait les fusils. Il les a enlevés où? Pourquoi? Les civils ont des fusils. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé pour que des amis hier, qui fréquentaient le même marché, qui jouaient ensemble, du coup, se regardent en chien de faïence et se tuent même? Nayo est symptomatique de ce qui attend la Côte d'Ivoire. Il faut prendre le taureau par les cornes, au-delà de nos ambitions personnelles, pour réellement penser la plaie. Cela ne peut se faire que si les leaders s'asseyent pour se parler et aller ensemble. Moi, je vois un Laurent Gbagbo, un président Alassane Ouattara, un Charles Blé Goudé, un Tidiane Thiam, un Guillaume Soro, tous ensemble, dans le même stade, en train d'aller parler aux Ivoiriens au même moment, dans le même lieu. C'est cela. Parce que ça ne sert à rien de tenir des discours à la télé et puis après on fait le contraire sur le terrain. Voilà mon problème. Très bien, nous sommes au terme de cette émission, mais rapidement, allez-y. Alors, je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Charles Blé Goudé, ceux qui sont nés en 2000 ne vous ont pas vraiment connu. Ils ont eu des propos rapportés. Et beaucoup aussi parmi ceux, par la grâce de Dieu, qui vous ont suivi dans votre combat, n'ont pas compris ce que vous avez compris aujourd'hui pour tenir ce discours très apaisant, réconciliateur. À ceux-là, qu'est-ce que vous dites? Alamine, votre dernière question et Charles Blé Goudé va répondre à vos deux questions. Oui, c'est par rapport au complot qui sévit dans la gauche. Est-ce que, quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous dites que qu'est-ce qu'on est prêt à renoncer pour la Côte d'Ivoire? Donc vous estimez que la maison est mélangée. Est-ce que vous concevez qu'il est mieux de laisser le RHDP diriger le temps que vous alliez vous entendre en interne? Parce que c'est la vie des Ivoiriens aussi qui est en question tous les jours dans de nombreux domaines d'activité. Ce que je dois faire, c'est d'utiliser tous les canaux qui peuvent se présenter à moi, des personnalités qui sont proches du président Gbagbo, pour qu'ils puissent apaiser la colère qu'il pourrait avoir contre moi, pour que je puisse au moins parler avec lui. À partir de là, je pense qu'on pourrait entamer une autre phase. Donc, il faut renoncer à son ego. Il ne faut pas chercher à avoir raison d'un père. C'est ce que je vais faire en ressortir d'ici, et je continue toujours de le faire. Il peut être endurci, mais le temps va peut-être m'aider à atteindre cet objectif. Aux Ivoiriens, ce que je voulais dire, par rapport à ce que vous avez dit, il nous faut un narratif national qu'on n'a pas. Étudier notre histoire. Des moments de transmission. Quand les gens fêtent en France le 14 juillet, ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent à gaspiller. Parce qu'ils veulent dire à la nouvelle génération d'où ils sont partis et où ils sont arrivés. Il faut enseigner notre histoire, aussi douloureuse qu'elle soit, aux nouvelles générations. Et quand on leur enseigne cette histoire douloureuse, l'objectif, c'est de les amener à ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs aînés. On peut reconstruire la Côte d'Ivoire ensemble. Et puis, il faut être tolérant. L'autre peut ne pas avoir le même point de vue que vous. Vous n'avez pas le droit de faire son bûcher. Il faut qu'on apprenne
les uns et les autres à vivre dans la contradiction. Parce que la vérité est mère des contradictions. C'est ce que je voulais dire ce soir.